L'habitude représente l'une des notions les plus fondamentales de la philosophie et de la psychologie humaine. Pour bien comprendre son impact sur nos vies, nous devons d'abord examiner sa définition précise et ses caractéristiques essentielles. L'habitude se définit comme une disposition acquise par la répétition d'un acte, d'un comportement ou d'une pensée. Cette définition souligne trois éléments cruciaux. Elle est acquise et non innée, elle résulte de la répétition et elle peut concerner aussi bien nos actions que nos pensées. L'habitude concerne autant le corps que l'esprit. Au niveau corporel, nous développons des habitudes motrices comme marcher, écrire ou conduire. Ces gestes deviennent automatiques avec la pratique. Au niveau mental, nous acquérons des habitudes de pensée, des manières de juger et de sentir qui façonnent notre rapport au monde. L'habitude se caractérise par trois propriétés essentielles qui déterminent son fonctionnement et son impact sur notre existence. Ces caractéristiques nous permettent de comprendre pourquoi les habitudes sont si puissantes dans nos vies. La première caractéristique est l'automatisme. Une fois acquise, l'habitude permet d'agir sans réflexion consciente. L'action devient spontanée et immédiate, libérant notre attention pour d'autres tâches. C'est pourquoi nous pouvons marcher tout en pensant à autre chose. La deuxième caractéristique est l'économie d'effort. L'habitude nous fait gagner du temps et de l'énergie mentale. Plus nous répétons un comportement, plus il devient aisé à exécuter. Cette efficacité croissante explique pourquoi nous développons naturellement des routines. La troisième caractéristique est la résistance au changement. Une fois ancrée, l'habitude tend à persister et devient difficile à modifier. Cette stabilité peut être un avantage pour les bonnes habitudes, mais représente un défi pour celles que nous souhaitons changer. Ces trois caractéristiques font de l'habitude une force puissante qui façonne notre identité, structure notre quotidien, influence nos décisions et détermine notre efficacité. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour prendre conscience de leur rôle dans nos vies. L'habitude révèle ainsi toute la complexité de la condition humaine. Elle témoigne de notre remarquable capacité d'adaptation et d'apprentissage, mais soulève également des questions profondes sur la liberté, la conscience et l'authenticité de nos actions. Cette ambivalence fera l'objet de notre exploration philosophique approfondie. Les habitudes ne sont pas toutes identiques. Elles se manifestent sous trois formes principales qui structurent différemment notre existence quotidienne. Premier type, les habitudes physiques ou motrices. Ces automatismes corporels nous permettent d'exécuter des mouvements complexes sans effort conscient. Deuxième type, les habitudes psychologiques ou mentales. Elles façonnent nos processus de pensée et nos réactions émotionnelles automatiques. Troisième type, les habitudes sociales ou culturelles. Elles régissent nos interactions et notre conformité aux normes collectives. Ce diagramme illustre le cycle fondamental de formation des habitudes, applicable aux trois types que nous étudions. Les habitudes physiques incluent tous nos automatismes moteurs. Marcher, faire du vélo, taper au clavier ou même nos postures habituelles. Les habitudes psychologiques gouvernent nos patterns mentaux, notre façon d'interpréter les événements, nos réactions émotionnelles automatiques et nos biais cognitifs. Les habitudes sociales reflètent notre appartenance culturelle. Salutations, codes vestimentaires, rituels sociaux et traditions transmises par la société. Cette carte mentale des 7 habitudes de Covey illustre comment les habitudes peuvent être systématisées pour le développement personnel, combinant les trois types que nous avons étudiés. Ces trois types d'habitudes ne fonctionnent pas isolément. Elles s'influencent mutuellement et créent des systèmes complexes qui fassent notre identité et notre quotidien. Comprendre cette typologie des habitudes nous permet de mieux analyser nos comportements automatiques et d'identifier les leviers de changement les plus efficaces selon le domaine concerné. La question de savoir si l'habitude relève de la nature ou de la culture a traversé les siècles. Aristote, l'un des plus grands philosophes de l'Antiquité, apporte une réponse nuancée et profonde à cette interrogation fondamentale. Pour Aristote, né en 384 avant Jésus-Christ, l'habitude n'est ni purement naturelle, ni simplement culturelle. Elle constitue ce qu'il appelle une seconde nature,
un concept révolutionnaire qui transforme notre compréhension de la formation humaine. Le concept seconde nature est au cœur de la pensée aristotélicienne. Contrairement à la nature première, qui nous est donnée à la naissance, la seconde nature s'acquiert par la répétition d'actes et devient aussi stable et automatique que nos dispositions naturelles. Aristote explique que nous devenons vertueux en pratiquant la vertu. Cette idée révolutionnaire signifie que nos qualités morales ne sont pas innées, mais se développent par l'exercice répété d'actions vertueuses. Prenons des exemples concrets. On devient juste en posant des actes justes de manière répétée. On développe le courage en affrontant progressivement nos peurs. Chaque acte vertueux renforce la disposition à agir vertueusement. Cette formation des vertus s'appuie sur le concept du juste milieu. Pour Aristote, chaque vertu est un équilibre entre deux extrêmes vicieux, l'excès et le défaut. La vertu se situe au centre, dans la mesure appropriée. Ainsi, l'habitude devient l'instrument privilégié de la formation du caractère. Elle permet de sculpter notre personnalité morale, de façonner notre être profond. Ce n'est plus seulement ce que nous faisons, mais ce que nous devenons qui importe. La vision aristotélicienne révolutionne notre compréhension de l'habitude. Elle n'est ni pure nature, ni simple culture, mais une seconde nature que nous construisons activement. L'habitude devient ainsi le pont entre notre potentiel inné et notre réalisation morale, façonnant notre identité la plus profonde. Jean-Jacques Rousseau propose une vision révolutionnaire de l'habitude. Pour lui, l'habitude n'est pas simplement un mécanisme naturel, mais la preuve même de la perfectibilité humaine. Rousseau introduit le concept fondamental de perfectibilité humaine. Cette notion désigne la capacité unique de l'être humain à se transformer, à s'adapter et à évoluer au-delà de sa condition naturelle initiale. L'évolution humaine illustre parfaitement cette perfectibilité. L'homme n'est pas figé dans sa nature originelle, mais capable de transformations profondes, tant physiques que culturelles et comportementales. Pour Rousseau, l'habitude est la preuve vivante de cette perfectibilité. Contrairement à la vision d'Aristote qui voit l'habitude comme une seconde nature, Rousseau affirme qu'elle est purement culturelle. Les habitudes varient considérablement selon les sociétés et les époques. Cette variabilité démontre qu'elles ne sont pas inscrites dans notre nature, mais qu'elles résultent de notre capacité d'adaptation culturelle. Cette vision révèle la souplesse fondamentale de la nature humaine. L'homme n'est pas prisonnier de ses habitudes initiales, mais capable de les transformer, de les adapter et même de les abandonner pour en acquérir de nouvelles. En conclusion, Rousseau nous offre une vision optimiste de l'habitude. Elle n'est plus une contrainte naturelle, mais la manifestation de notre capacité infinie à nous perfectionner, à nous adapter et à évoluer. L'habitude devient ainsi le symbole de la liberté humaine plutôt que de sa limitation. Immanuel Kant, le grand philosophe allemand des Lumières, avait une vision particulièrement éclairante sur les avantages de l'habitude. Pour lui, l'habitude n'est pas simplement une répétition mécanique, mais un véritable mécanisme naturel d'adaptation. Selon Kant, l'habitude remplit une fonction d'adaptation fondamentale. Elle constitue un mécanisme naturel qui permet à l'être humain de s'adapter efficacement à son environnement et aux exigences de la vie quotidienne. Le premier avantage majeur identifié par Kant est l'économie d'effort de réflexion. L'habitude permet de libérer notre esprit des tâches routinières pour se concentrer sur des activités plus complexes et créatives. Prenons l'exemple de l'apprentissage de la lecture. Au début, chaque lettre, chaque mot demande un effort conscient considérable. Mais grâce à l'habitude, la lecture devient fluide et automatique, libérant notre esprit pour comprendre le sens du texte. Un autre avantage crucial selon Kant est la stabilisation des comportements. L'habitude crée une régularité et une prévisibilité qui facilitent grandement la vie sociale et les interactions humaines. Considérons l'exemple de l'apprentissage musical. Jouer d'un instrument nécessite d'abord un effort conscient énorme pour chaque note, chaque accord. Mais l'habitude transforme cette lutte en expression artistique fluide. En conclusion, Kant nous montre que l'habitude est bien plus qu'une simple répétition. C'est un mécanisme d'adaptation sophistiqué qui optimise nos capacités cognitives,
stabilise nos comportements et facilite notre vie sociale. L'habitude libère notre esprit pour des tâches plus nobles et créatives. Étienne Bonneau de Condillac, philosophe français du XVIIIe siècle, développe une théorie révolutionnaire sur le rôle de l'habitude dans l'apprentissage et le développement de l'intelligence humaine. Pour Condillac, empiriste convaincu, toute connaissance provient de l'expérience sensorielle. Dans cette perspective, l'habitude devient un mécanisme fondamental qui structure notre développement intellectuel. Selon Condillac, l'habitude joue un rôle clé dans le développement de l'intelligence. En automatisant certaines actions, elle libère notre conscience pour se concentrer sur d'autres aspects plus complexes de l'apprentissage. Ce processus d'automatisation permet à l'esprit de construire des apprentissages de plus en plus complexes. Chaque habitude acquise devient une fondation sur laquelle de nouvelles compétences peuvent se développer. Prenons un exemple concret, l'apprentissage de la lecture. Au début, déchiffrer chaque lettre demande toute notre attention. Mais une fois cette habitude acquise, nous pouvons nous concentrer sur le sens des mots et des phrases. Une fois l'habitude de reconnaissance des lettres automatisée, l'esprit peut se libérer pour comprendre le sens global. C'est ainsi que l'habitude devient le fondement de tous nos apprentissages. Pour Condillac, cette libération progressive de la conscience par l'habitude est le mécanisme fondamental qui permet à l'intelligence humaine de se développer et de s'élever vers des niveaux de complexité toujours plus grands. Selon Aristote, l'habitude joue un rôle fondamental dans le développement moral de l'être humain. Pour le philosophe grec, les vertus ne sont pas innées, mais s'acquièrent par la pratique répétée d'actes vertueux. Aristote distingue deux types de vertus, les vertus intellectuelles, qui s'acquièrent par l'enseignement, et les vertus morales, qui se développent uniquement par l'habitude et la répétition d'actions appropriées. Pour Aristote, nous devenons justes en accomplissant des actes justes, courageux en accomplissant des actes courageux et tempérants en pratiquant la tempérance. C'est par la répétition que se forme le caractère moral. Aristote explique que la vertu morale est un état acquis qui résulte d'une disposition stable. Elle ne peut s'obtenir par un seul acte, mais nécessite une pratique constante et délibérée jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Pour Aristote, la vertu morale consiste à trouver le juste milieu entre deux extrêmes vicieux. Par exemple, le courage est le juste milieu entre la lâcheté et la témérité. L'habitude nous aide à développer cette capacité de discernement moral. Ainsi, pour Aristote, l'habitude n'est pas seulement un mécanisme d'adaptation, mais un véritable outil de construction morale. Elle permet de développer un caractère vertueux et d'atteindre l'excellence éthique par la pratique constante du bien. Blaise Pascal, philosophe et mathématicien du XVIIe siècle, nous met en garde contre un danger subtil mais profond de l'habitude, sa capacité à nous faire oublier notre liberté fondamentale. Pour Pascal, l'habitude crée une dangereuse illusion. Elle nous fait croire que nos comportements sont naturels, alors qu'ils sont souvent purement culturels ou arbitraires. Cette confusion entre nature et culture constitue le premier piège de l'habitude. Cette illusion conduit au second danger identifié par Pascal, l'automatisme de l'action. Nous agissons sans réfléchir, nos gestes deviennent mécaniques et nous perdons la capacité de questionner nos comportements. Pascal souligne que cette mécanisation de nos actions entraîne une perte dramatique, l'anéantissement de notre lucidité. Nous cessons d'être des êtres pensants pour devenir des automates, répétant sans conscience des schémas établis. Le danger ultime, selon Pascal, est l'oubli de notre liberté fondamentale. L'habitude nous fait croire que nous n'avons pas le choix, que nos actions sont inévitables. Nous perdons ainsi la conscience de notre capacité à choisir, à décider, à être libre. Pascal nous invite donc à la vigilance. Reconnaître que l'habitude, bien qu'utile, peut devenir un piège qui nous prive de notre humanité la plus essentielle, notre capacité à penser, à choisir et à être libre. La prise de conscience de ce danger est le premier pas vers la reconquête de notre liberté. René Descartes, père de la philosophie moderne, nous met en garde contre un danger subtil mais omniprésent, les habitudes de pensée qui enchaînent notre esprit et nous empêchent de penser véritablement par nous-mêmes. Pour Descartes,
l'habitude représente l'un des principaux obstacles à la connaissance véritable. Elle transforme notre esprit en une machine qui répète automatiquement les mêmes schémas de pensée sans même les questionner. Les habitudes de pensée fonctionnent comme des routines mentales. Elles nous font répéter automatiquement les mêmes raisonnements, accepter passivement les idées reçues et surtout, elles nous empêchent d'exercer ce doute méthodique si cher à Descartes. Descartes compare l'habitude à des chaînes invisibles qui emprisonnent notre esprit. Ces chaînes faussent notre jugement, empêchent le doute salutaire, bloquent l'innovation intellectuelle et maintiennent nos préjugés intacts. Face à ce problème, Descartes propose une solution radicale, le doute méthodique. Il faut suspendre tous nos jugements habituels, remettre en question toutes nos certitudes, ne conserver que ce qui résiste vraiment au doute et reconstruire notre connaissance sur des bases véritablement solides. Ainsi, pour Descartes, la véritable philosophie commence par une rupture courageuse avec nos habitudes de pensée. C'est seulement en brisant ces chaînes mentales que nous pouvons retrouver notre liberté de penser et accéder à une connaissance authentique et personnelle. Friedrich Nietzsche développe une critique radicale de l'habitude, qu'il considère comme une force de domestication qui transforme l'être humain en animal docile, incapable de créer et de se dépasser. Pour Nietzsche, l'habitude fonctionne comme un processus de domestication. Elle dresse l'homme, le rend prévisible et conforme aux attentes sociales, exactement comme on dresse un animal. Cette domestication transforme progressivement l'homme en ce que Nietzsche appelle un animal docile. L'individu perd sa capacité d'initiative, sa spontanéité créatrice et devient un être passif qui suit mécaniquement les routines établies. L'homme habitué devient incapable de créer et de se dépasser. Ses actions deviennent mécaniques, répétitives, dénuées de cette force vitale que Nietzsche nomme la volonté de puissance. Il s'enlise dans la médiocrité du quotidien. Face à cette aliénation, Nietzsche prône la nécessité de briser l'habitude. Il faut avoir le courage de rompre avec les conventions, de sortir des sentiers battus, même si cela implique inconfort et incertitude. En brisant les chaînes de l'habitude, l'individu peut retrouver sa volonté libre et créatrice. Cette libération permet l'émergence de ce que Nietzsche appelle le surhomme, capable de créer ses propres valeurs et de se dépasser continuellement. S'affranchir des conventions sociales devient alors un impératif moral pour Nietzsche. Il ne s'agit pas de détruire pour détruire, mais de créer un espace de liberté où l'authenticité personnelle peut s'épanouir, loin du conformisme social. Ainsi, pour Nietzsche, l'habitude représente un danger majeur pour l'épanouissement humain. Elle aliène l'individu en le transformant en être passif et conformiste. La véritable liberté exige le courage de briser ces chaînes invisibles pour retrouver sa puissance créatrice originelle. Henri Bergson propose une vision révolutionnaire de l'habitude. Contrairement aux critiques précédentes, il considère l'habitude non pas comme un obstacle à la liberté, mais comme sa condition même. Pour Bergson, l'automatisme des habitudes n'est pas une prison, mais une libération. Quand nos actions deviennent automatiques, notre esprit conscient se trouve libéré pour se consacrer à des tâches plus élevées et créatives. Cette libération de l'espace mental permet à la conscience de se concentrer sur la réflexion, la créativité et l'innovation plutôt que sur les tâches routinières. Bergson résume cette idée dans une formule saisissante. Il faut de l'automatisme pour avoir de la liberté. Cette phrase paradoxale révèle la profondeur de sa pensée. Prenons l'exemple de l'apprentissage du piano. Au début, toute l'attention du débutant est mobilisée par la technique. Position des doigts, lecture des notes. Mais une fois cette technique maîtrisée et automatisée, l'esprit se libère pour l'expression artistique et l'interprétation musicale. Cependant, Bergson précise que l'habitude ne devient condition de liberté qu'à certaines conditions. Elle doit être choisie consciemment, maîtrisée et contrôlée par l'individu et renouvelée régulièrement pour éviter la sclérose. Ainsi, Bergson révolutionne notre compréhension de l'habitude. Loin d'être un obstacle à la liberté, l'habitude bien comprise devient un tremplin vers la liberté créatrice.
Elle automatise le nécessaire pour libérer l'essentiel, notre capacité à penser, créer et innover. Cette perspective bergsonienne nous invite à repenser notre rapport aux habitudes, non plus comme des chaînes, mais comme des outils de libération de notre potentiel créatif et intellectuel. Nous passons maintenant de l'étude de l'habitude à une autre notion fondamentale de la philosophie, le travail. Le travail est omniprésent dans nos vies. Il structure notre temps, forge notre identité sociale et détermine nos relations humaines. Observons notre quotidien. Le travail occupe une part considérable de notre temps éveillé, structurant nos journées et nos semaines. Mais qu'est-ce que travailler exactement? Commençons par définir cette notion fondamentale. Le travail est une activité consciente de transformation de la nature pour satisfaire nos besoins humains, depuis les besoins physiologiques de base jusqu'aux besoins de réalisation de soi. Au-delà de cette définition générale, le travail joue un rôle crucial dans la construction de notre identité sociale. Le travail ne se contente pas de répondre à nos besoins matériels. Il définit notre statut social, structure nos relations et influence profondément notre estime de soi et notre place dans la société. Cette importance du travail soulève de nombreuses questions philosophiques fondamentales. Le travail est-il une contrainte naturelle imposée par nos besoins de survie? Est-ce une valeur morale qui nous élève, un moyen de réalisation personnelle, ou bien une forme d'aliénation qui nous dépossède de notre humanité? Ces questions sont d'autant plus pertinentes dans notre société moderne, où l'équilibre entre travail et vie personnelle devient un enjeu majeur. Nous allons explorer ces différentes facettes du travail dans les sections suivantes pour mieux comprendre cette notion à la fois complexe et ambivalente qui traverse toute l'histoire de la pensée philosophique. Dans la tradition judéo-chrétienne, le travail n'est pas perçu comme une activité naturelle ou libératrice, mais comme une conséquence directe de la chute de l'humanité. Le livre de la Genèse nous raconte comment Adam et Ève, après avoir désobéi à Dieu en mangeant le fruit défendu, sont chassés du jardin d'Éden. Cette expulsion marque le début de la condition humaine telle que nous la connaissons. C'est alors que Dieu prononce ces paroles qui vont marquer à jamais la conception occidentale du travail. « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Cette phrase transforme le travail en malédiction divine. Cette vision biblique établit une rupture fondamentale. Avant la chute, Adam et Ève vivaient dans l'abondance sans effort. Après la chute, ils doivent travailler péniblement pour survivre. Le travail devient ainsi le symbole de notre condition déchue. Cette conception du travail comme punition divine a profondément marqué la mentalité occidentale. Pendant des siècles, le travail manuel était considéré comme dégradant, réservé aux classes inférieures, tandis que la contemplation et l'oisiveté étaient valorisées. Cette vision biblique du travail comme malédiction contraste radicalement avec d'autres conceptions philosophiques. Elle établit le travail non pas comme une activité créatrice ou libératrice, mais comme une nécessité douloureuse imposée par notre nature pécheresse. Ainsi, la vision biblique du travail comme punition divine a façonné pendant des millénaires notre rapport au labeur. Cette conception pessimiste du travail continue d'influencer nos sociétés contemporaines, même à l'ère de la modernité et de la sécularisation. Pour Karl Marx, le travail représente bien plus qu'une simple activité économique. C'est l'essence même de ce qui définit l'humanité et la distingue du règne animal. Selon Marx, le travail est l'activité consciente par laquelle l'homme transforme la nature pour satisfaire ses besoins. Cette définition révèle déjà la dimension profondément humaine du travail. Pour comprendre cette spécificité humaine, Marx établit une distinction fondamentale entre l'homme et l'animal. L'animal, comme ce castor qui construit son barrage, répète les mêmes actions guidées par ses instincts, sans projection consciente. L'homme, au contraire, projette et planifie son travail. Il invente, crée et transforme consciemment la nature. Cette capacité de projection mentale, avant l'action concrète, est ce qui caractérise le travail humain selon Marx. Cette théorie marxiste révèle un processus dialectique fascinant. En satisfaisant nos besoins par le travail, nous créons simultanément de nouveaux besoins. Le travail ne transforme pas seulement la matière, mais aussi notre conscience et notre humanité. Pour Marx,
Le travail est donc fondamentalement libérateur. Il permet à l'homme de s'émanciper de sa dépendance naturelle, de développer ses capacités spécifiquement humaines et de créer la culture et la civilisation. C'est par le travail que l'humanité affirme sa spécificité et construit son histoire. Ainsi, selon Marx, le travail n'est pas seulement une nécessité économique, mais l'essence même de l'humanité: conscience, créativité et capacité de transformation du monde. Cette vision du travail comme activité libératrice sera au cœur de sa critique du capitalisme. Dans la philosophie de Hegel, le travail joue un rôle fondamental dans la formation de l'homme. Sa célèbre dialectique du maître et de l'esclave révèle comment le travail devient un instrument de transformation et d'émancipation humaine. La dialectique du maître et de l'esclave de Hegel décrit une relation de pouvoir où deux consciences s'affrontent pour la reconnaissance. Cette lutte aboutit à une relation asymétrique. L'un devient maître, l'autre esclave. Paradoxalement, c'est l'esclave et non le maître qui va se développer et s'émanciper. Contraint au travail, l'esclave doit transformer la nature pour satisfaire les besoins du maître. Cette activité va le transformer profondément. Le processus de transformation de l'esclave par le travail suit plusieurs étapes cruciales. D'abord contraint, l'esclave développe progressivement ses capacités et prend conscience de son propre pouvoir créateur. Le travail devient ainsi un processus éducatif fondamental. En transformant la matière, l'esclave développe sa raison pratique, renforce sa conscience de soi et acquiert une maîtrise technique qui le rend progressivement autonome. Ainsi, le travail devient paradoxalement un chemin vers la liberté. Tandis que le maître s'enlise dans l'oisiveté et la dépendance, l'esclave développe les compétences et la conscience nécessaires à son émancipation future. Pour Hegel, le travail transforme le désir immédiat en action réfléchie et constructive. Il éduque l'homme en lui apprenant la patience, la technique et la maîtrise de soi, créant ainsi les conditions de sa propre libération. La dialectique hégélienne révèle ainsi que le travail, loin d'être une simple contrainte, constitue un processus fondamental de formation humaine qui ouvre la voie à l'émancipation et à la réalisation de soi. Émile Durkheim, sociologue français du XIXe siècle, révolutionne notre compréhension du travail en montrant qu'il ne s'agit pas seulement d'une activité individuelle, mais d'une véritable œuvre de civilisation qui structure nos sociétés modernes. Pour Durkheim, le concept central est la division du travail social. Cette division ne fragmente pas la société, mais au contraire, elle la unit en créant une interdépendance entre les individus et les groupes sociaux. Cette division du travail engendre ce que Durkheim appelle la solidarité organique. Contrairement à la solidarité mécanique des sociétés traditionnelles basées sur la ressemblance, la solidarité organique repose sur la complémentarité et la différenciation des fonctions sociales. Le travail devient ainsi un puissant créateur de liens sociaux. Chaque individu, en se spécialisant dans une fonction particulière, devient indispensable aux autres membres de la société. Cette interdépendance crée des liens durables et nécessaires entre les personnes. Au-delà des liens individuels, le travail génère des valeurs communes et une organisation collective. Les normes professionnelles, les codes de conduite et les institutions du travail créent un cadre moral partagé qui guide les comportements sociaux. Ainsi, pour Durkheim, le travail transcende sa dimension économique pour devenir un véritable facteur de cohésion sociale. Il ne divise pas la société, mais la unit en créant des liens d'interdépendance, des valeurs partagées et une organisation collective qui forment le fondement même de la civilisation moderne. Simone Weil, philosophe française du XXe siècle, a développé une critique radicale du travail industriel moderne. Sa perspective sur la condition ouvrière révèle comment le travail peut devenir une source d'aliénation et de perte de liberté humaine. Simone Weil n'était pas seulement une théoricienne du travail. Elle a vécu l'expérience ouvrière de l'intérieur, travaillant dans des usines pour comprendre concrètement la condition des travailleurs. Son œuvre, La condition ouvrière, témoigne de cette expérience directe. Weil observe que différents types de technologies industrielles produisent différents niveaux d'aliénation. Le travail à la chaîne et la surveillance des machines
représentent les formes les plus aliénantes de travail, bien plus que l'artisanat traditionnel. Selon Simone Weil, le travail industriel produit trois formes principales de dépossession. D'abord, la mécanisation du corps transforme le travailleur en automate, privé de contrôle sur ses propres gestes. Ensuite, l'esprit est anéanti par la répétition constante. Le travailleur n'a plus l'occasion d'exercer sa créativité ou sa réflexion, ce qui conduit à un épuisement mental profond. Enfin, cette double aliénation du corps et de l'esprit conduit à une perte de dignité humaine. L'individu devient un simple rouage dans la machine industrielle, perdant son humanité. Cette vision artistique capture l'essence de la critique de Weil. Le travail industriel inverse la relation naturelle entre l'homme et l'outil. Au lieu que l'outil serve l'homme, c'est l'homme qui devient l'appendice de la machine. L'analyse de Simone Weil reste d'une actualité saisissante. Sa critique de l'automatisation et de la déshumanisation du travail anticipe les débats contemporains sur l'intelligence artificielle et la robotisation. Elle nous rappelle que le travail doit servir l'épanouissement humain, non l'inverse. En conclusion de notre exploration philosophique du travail, nous devons reconnaître que cette notion est fondamentalement ambivalente. Le travail ne peut être réduit à une définition simple ou univoque. D'une part, le travail apparaît comme une contrainte imposée par la nécessité naturelle. Nous devons travailler pour survivre, pour transformer la nature et satisfaire nos besoins fondamentaux. Mais d'autre part, le travail est aussi source d'émancipation. Il permet à l'être humain de se réaliser, de développer ses capacités et de s'affirmer dans le monde. Cette ambivalence se manifeste également dans l'opposition entre aliénation et réalisation de soi. Le travail peut déshumaniser l'individu, le réduire à un simple rouage dans une machine productive. Mais le travail peut aussi être le lieu de la réalisation de soi, de l'expression de la créativité humaine et de la reconnaissance sociale. Au-delà de ces ambivalences, le travail joue un rôle structurant fondamental. Il organise notre existence individuelle en donnant un rythme à nos journées, un sens à nos actions. Il structure également notre organisation collective, créant des liens sociaux, des hiérarchies, des institutions qui forment le tissu de nos sociétés. Penser le travail, c'est donc réfléchir à ce que signifie être humain dans le monde. C'est interroger notre rapport à la nature, à la technique, à la morale et à la société. Le travail demeure ainsi une notion ambivalente, miroir de la condition humaine elle-même, entre contrainte et liberté, entre aliénation et accomplissement. Cette ambivalence n'est pas une faiblesse conceptuelle, mais la richesse même de l'expérience humaine du travail.